Salut André. Bon, ça fait une semaine qu'on s'est croisés et tu as une histoire de vie vraiment particulière puisque tu n'es jamais allé à l'école et tes parents ne t'ont jamais fait cours à la maison. Donc comment on grandit, comment tu as appris à parler et à écrire? Alors oui, c'est très important de souligner le fait que justement ne pas aller à l'école ne signifie pas faire l'école à la maison comme on le pense, ou être enseigné par ses parents, ou rester à la maison et poser la maison comme pôle inverse à l'école par exemple. Tout ça, ça ne correspond pas à ma réalité. Donc effectivement, je ne suis pas allé à l'école, mes parents ne m'ont pas envoyé à l'école, mais mes parents ne m'ont pas enseigné au quotidien. Personne ne m'a enseigné. Je n'ai jamais eu à m'asseoir à une table et à commencer par une leçon numéro 1 à une heure dite, un jour dit. Et ce qui a été le principal moteur, alors il y a beaucoup de choses qui se passent dans un cas comme ça. Ce qu'il faut d'abord souligner, que ça m'a l'air important de souligner, c'est que moi je suis l'histoire d'une enfance heureuse, c'est ce que j'ai à raconter, mais je suis un enfant totalement banal. Et mon histoire n'est intéressante qu'à partir du moment où on se rend compte qu'elle est très banale. C'est-à-dire que chaqueent mis dans la situation qui fut la mienne vivrait des choses très semblables. Pas la même chose, puisque ce n'est pas une méthode, mais des choses très semblables. Et ça, c'est très important parce que c'est là que l'histoire devient intéressante, c'est parce qu'elle peut reprendre une pertinence par rapport à la situation générale. Et donc, plusieurs choses. Alors, lorsqu'on laisse un enfant tranquille, la première chose qu'il fait, c'est de jouer. Et si on ne l'interrompait jamais, il jouerait toujours. Ça, c'est un constat qu'on a tous fait. Et alors, moi j'ai la chance de travailler avec des neurobiologistes, avec un neurobiologiste allemand, le professeur Hutter particulièrement. Et ce que la neurobiologie nous apporte de nos jours, c'est la certitude, la preuve que nous venons au monde avec le plus génial, le plus parfait, le plus adapté, le plus idéal des moyens, des dispositifs d'apprentissage. J'ai nommé le jeu. Sachant que le jeu est ce qu'il y a de mieux pour apprendre. Il n'y a rien de mieux pour apprendre que le jeu. C'est surprenant, mais on en a la preuve dorénavant. C'est d'ailleurs pas par hasard que la nature nous a équipés de cette capacité, de ce dispositif. Oui, mais la nature, il n'y avait pas de fusée quand on est arrivé. Non, mais il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais de constater qu'on a la chance d'avoir un équipement, une dotation de base qui nous permet d'apprendre. Ce qui n'est vraiment pas fortuit. Mais si on reste dans le jeu, on ne reste pas dans la superficialité? Alors c'est justement tout ça, c'est tous ces préjugés, toutes ces idées qu'on a eues qui nous viennent de... Non, mais moi je suis l'avocat du diable, je suis à fond avec toi. Mais avec plaisir justement de se poser ces questions, d'aborder ça aussi de cet aspect, de ce côté, c'est-à-dire de se reconnaître que le jeu est complètement dégradé de nos jours, ramené à une activité pour le loisir et encore, mise à l'opposé de l'apprentissage, alors que c'est le vecteur d'apprentissage par excellence. Et ce qui m'étonne, c'est que personne ne se soit posé la question suivante ou n'ait voulu tenter l'expérience suivante, qui est absolument pas dangereuse, toute simple, très originale parce que personne ne l'a tenté, qui serait de laisser un enfant jouer toute sa vie. Par exemple, pendant 42 ans. Toi, c'est ce qui t'est arrivé. Voilà, j'ai joué pendant 42 ans, je suis un enfant de 42 ans qui n'a jamais cessé de jouer. Et je peux apporter une réponse à cette question, ce qu'il advient d'un enfant qui joue 42 ans sans jamais être interrompu. Bien non, c'est pas un sauvage, illettré, analphabète et asocial et chômeur, qui restait dans une superficialité qui n'existe pas, parce que quand on voit l'enfant, quand on le voit jouer, on se rend compte que ce n'est pas superficiel, c'est ce qu'il y a de plus sérieux. C'est ce qu'il peut faire de plus sérieux, de moins futile, de plus utile, de plus pratique. Donc, et c'est justement quand même pas un hasard que l'enfant se consacre à cette activité dès qu'on le laisse en paix. Parce qu'on part souvent de l'idée que l'enfant est un petit paresseux, sournois et tricheur, qu'il faut remettre dans le droit chemin, parce que si on ne le forçait pas à apprendre, à être structuré, etc., il n'apprendrait rien, il ne ferait rien, il n'avancerait pas, il resterait dans un état végétatif. Ce que l'observation, et dorénavant la science, démontre, c'est que c'est tout l'inverse. C'est quand on commence à interrompre l'enfant, à lui faire perdre son rythme, à lui faire perdre sa disposition spontanée, qu'il commence justement à devenir paresseux, tir au flanc, sournois, etc. Et alors, la deuxième chose très importante qui caractérise cette enfance de 42 années, c'est un autre constat des neurosciences, et c'est là que ton travail et le mien se rejoignent, c'est que, pour résumer très rapidement, on a d'abord cru qu'il existait des cerveaux intelligents et qu'il existait des cerveaux bêtes. Et on a cru qu'on venait au monde avec un cerveau génétiquement programmé et qu'on s'y tenait toute sa vie. Qu'il y avait des gens intelligents, des gens bêtes, que les gens intelligents engendraient des gens intelligents et les gens bêtes des gens bêtes.
C'était très pratique, on s'y est tenu, on y a cru très longtemps, on croyait que c'était non seulement atavique, mais surtout génétique. Et puis on s'est rendu compte très récemment que la zone dans le cerveau qui est responsable du mouvement des pouces est surdéveloppée chez les jeunes de nos jours. Et ce qui est renversant, c'est que ça provient de l'usage intensif du SMS. Et donc on s'est dit, donc le cerveau peut se développer, selon l'usage qu'on en fait, tel un muscle. Donc mettons au point des programmes d'entraînement musculaire, de musculation cérébrale, et on va tous balader avec des cerveaux gros comme ça. Et malheureusement ou par chance, ça n'a pas marché. Nous posant devant un dilemme qui était le suivant. Pourquoi ce qui marche pour les SMS ne marche pas pour les mathématiques ou le français? Et c'est là qu'a été faite la découverte majeure, et c'est vraiment elle qui va devenir centrale dans le paysage éducatif de demain, et qui rejoint complètement ton œuvre, ton travail et ton appel, c'est que notre cerveau se développe là où nous l'utilisons avec enthousiasme. Et enthousiasme, voilà le mot-clé, voilà la clé des choses. Voilà ce que nous savons tous depuis très longtemps, que nous avons tous constaté, que nous savons, dans l'état d'enthousiasme, nous avons des ailes, nous le savons, nous le constatons, et la neurobiologie nous en apporte la preuve. Et l'observation, de toute manière, nous le démontre. Regardons un enfant, il est venu au monde comme un paquet d'enthousiasme. Et cet enthousiasme, alors on a fait des mesures, une quantité, un torrent, une tempête d'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes. Mais observons un petit enfant et on va voir que c'est ça, il s'enthousiasme pour tout, pour la petite feuille qui est là et qu'on peut... Alors regardez, elle est toute petite et tout ça. Une demi-heure, ça peut l'occuper en plein enthousiasme. Et nous autres, les adultes, on ressent la même quantité d'enthousiasme environ 2 à 3 fois par an. Selon les statistiques. Selon les statistiques. Alors comme je t'entends rire et je te vois joyeuse et enthousiaste de nature, j'aurais une tendance à dire, tu as donc pris la part d'un autre dans les statistiques et dans la moyenne. Et je tiens à apporter tout de suite cette précision, non, l'enthousiasme est une ressource, la seule ressource terrestre qui est infinie, disponible à chacun, à chaque instant, à tout moment, parce qu'en plus, autre apport de la neurobiologie, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Quand on te dit qu'il faut apprendre tôt, parce que sinon après tu ne pourras plus, quand on dit qu'il faut qu'un enfant ait appris à lire à 10 ans, parce qu'après c'est trop tard, et que tout ça c'est faux, il y a toutes sortes de choses qui circulent, qui disent la lecture ça prend 3 ans, non, ça prend 3 heures, avec enthousiasme. Et moi, j'ai eu cette chance donc, et ce n'est pas un mérite personnel, ce n'est pas quelque chose qui me rend particulier, c'est la banalité de cette histoire qui, je le répète, la rend intéressante. Moi, j'ai pu jouer 42 ans et j'ai pu pendant 42 ans rester dans cet état d'enthousiasme natif avec lequel les enfants viennent au monde. D'ailleurs, c'est bien avant la naissance qu'ils en font usage. Déjà de manière intra-utérine, le cerveau apprend constamment parce que le cerveau est neutre et découvre un jour qu'il y a des membres qui pendent là-dessous. Et il apprend à s'en servir en conséquence. Si on avait le coude qui se pliait dans l'autre sens, le cerveau apprendrait à s'en servir dans l'autre sens. Il est neutre à ce niveau-là. Et donc le processus d'apprentissage est lancé bien avant la vie terrestre. Et l'enfant sort avec l'espoir que 3 choses se répéteront dehors. L'intense attachement, l'intense lien avec quelqu'un, puisque c'est ce qu'il ressent pendant les 9 premiers mois. C'est la première des nostalgies de l'humain, l'attachement, le lien. Et la deuxième, c'est la croissance, grandir, devenir autonome, qui n'est pas du tout antinomique. Autonomie et attachement sont... il n'y a pas d'autonomie sans attachement. On a cru qu'il fallait forcer les enfants à l'autonomie et on constate que c'est strictement l'inverse. C'est de l'attachement profond et sincère qu'un jour l'enfant, de ce port d'attache paisible et rassurant, fera le premier pas dans l'autonomie. Et du coup, une autonomie sincère, concrète, véritable. C'est une nostalgie de ce que l'on a ressenti. Et puis l'enfant vient au monde avec l'espoir que de l'autre côté, il y ait des choses à apprendre. D'ailleurs, on nous envoie avec un cerveau surconnecté, beaucoup plus connecté à la naissance qu'après. Autre erreur, on a toujours cru que le cerveau se développait. Non, il se racornit avec le temps. Tu as dit 3, donc les 3, juste pour résumer. L'attachement, l'autonomie, le désir d'apprendre. D'accord. Alors juste pour revenir, qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a fait que tes parents
on fait ce choix-là. Et deuxième, c'est une question très pratique. Je pensais qu'en France, on était obligé de scolariser les enfants. Comment ils ont échappé à cette obligation? Parce que même si on est scolarisé à la maison, je pense qu'il faut rendre des comptes un peu sur l'évolution et les apprentissages de l'enfant, non? Alors, première partie de la question. Ce qui a motivé mes parents étaient tous les deux, et je tiens à le dire, des élèves brillants et heureux. Ce qui fait que leur choix n'était pas guidé par un quelconque échec personnel ou une souffrance personnelle. Ils n'avaient pas de compte à régler avec l'école. C'est très important parce que ça définit la chose suivante. Ils ne se sont pas décidés contre l'école, mais pour la disposition spontanée de l'enfant. C'est donc pas un choix en opposition, c'est un choix en adhésion totale. Et ils étaient mus par une curiosité toute simple qui était celle de se dire, l'enfant venant au monde avec ce trésor de potentiel, ce trésor de vie, ce trésor, cette capacité native à l'enthousiasme, à la curiosité, quelle est l'étape suivante dans le processus naturel de son développement? Cette question, c'est la base de leur attitude. Cette question remplace une autre question qu'on pourrait se poser qui serait par quelle action pédagogique de notre part pourrions-nous induire l'étape suivante? Et là, de nouveau, c'est l'adulte qui décide de où et quand et quoi l'enfant apprend. Or, leur position n'était pas du tout celle-là, c'était curiosité. Quel sera le prochain pas naturel? Voilà ce qui les a guidés, ce désir profond de voir ce développement et de protéger ces dispositions spontanées qui sont nombreuses mais fragiles parce que dans sa recherche d'attachement, l'enfant est à chaque instant prêt à abandonner sa disposition spontanée au nom des préférences de sa personne de référence primaire. Et ça nous donne une responsabilité immense, parce que nous pouvons accueillir sa disposition spontanée ou indiquer notre préférence qui sera très vite remplacée dans l'enfant, notre préférence remplacera très vite dans l'enfant sa disposition spontanée. C'est une responsabilité immense. Et au vu de cette responsabilité, mes parents ont pris la décision de ne pas envoyer leur enfant à l'école, dans une institution qui a des cases, des temps, des courbes, des attentes et des inquiétudes s'il n'y a pas de correspondance. Or, eux n'avaient aucune inquiétude et ne voulaient en avoir aucune. Et par rapport à la situation légale, il n'y a pas d'obligation scolaire en France. Ah, d'accord. L'école n'est pas obligatoire en France. La scolarisation n'est pas obligatoire en France. La plupart des personnes l'ignorent. Les choses se sont un peu compliquées les dernières années. Il y a effectivement des contrôles annuels. On verra bien ce qui se passe dorénavant. Je suis papa d'un enfant de 3 ans et demi à l'heure qu'il est. Oui, justement, quel choix tu as fait pour ton enfant qui s'appelle Antonin, qui Antonin, a un prénom que j'adore. Et qui est né le 9 décembre 2009. Le 18 décembre 2009. Le 18 décembre 2009. Ouais, le même jour que la création de Happy Lab. Voilà. C'est drôle, ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà un parallèle. Antonin, mon fils, ma femme et moi, ma femme que je n'ai jamais cherché à convaincre, je ne cherche à convaincre et à gagner personne parce que ce que j'ai à raconter, je n'ai pas à le vendre, je n'ai rien à vendre. Ce n'est pas une méthode dont je dois vanter les mérites, que je dois comparer à une autre, dont je dois dire elle est mieux que l'école ou moins bien ou quoi que ce soit. J'ai rien à vendre, donc j'ai à convaincre personne. Tu racontes ton histoire, c'est tout. Je raconte mon histoire. Et après, on est inspiré ou pas. Voilà, et ma femme, j'avais moins l'intention de la convaincre que quiconque. Parce qu'il était très important pour moi que si nos décisions se rencontrent, et elles se sont rencontrées, elles soient un choix personnel de sa part et de la mienne. Et donc nous avons pris ensemble la décision de ne pas envoyer notre enfant à l'école. Et nous verrons bien comment ça se passe. À mon époque, il y a donc 30 ans, ou avant, il n'y a pas eu de contrôle. Je n'ai jamais été contrôlé. T'as des frères et sœurs ? J'ai une sœur. Elle a été éduquée comme toi ? Éduquée d'ailleurs, qui n'est même pas le mot en fait. Alors par rapport à l'éducation, par rapport aux méthodes, par rapport à l'enseignement, il y a une petite phrase qui est de Jean-Pierre Lepris. J'ai écrit une préface pour son dernier livre et il dit toujours nous ne cherchons pas d'éducation alternative. Nous ne cherchons plus d'éducation alternative, de méthode alternative, de pédagogie alternative. Nous cherchons une alternative à l'éducation. Une alternative aux méthodes, une alternative aux pédagogies. Et donc, ma sœur n'a pas été à l'école non plus. Oui, ma sœur est un enfant enthousiaste, de 5 ans, ma cadette. Oui, ma sœur a vécu des choses très semblables, puisque dans le même cadre, dans les mêmes conditions. Et non, elle ne me ressemble pas du tout. Et oui, elle a un parcours tout à fait personnel. Juste pour savoir justement, quel est ton métier et quel est le métier de ta sœur ?
Pour nous rassurer. Alors, ça ne va pas te rassurer du tout. Parce que je ne suis pas définissable par mon métier. On a l'habitude de cerner quelqu'un par ce qu'il fait. On est en miroir, hein, de toute façon. Donc, je m'en doute, je m'en doutais. Mais, et puis j'y tiens à ça. C'est-à-dire que moi, n'ayant pas grandi, il y a plein de ismes que je n'ai pas appris. Le racisme, le sexisme, l'agisme, le spécisme, tout ça c'est des ismes que je n'ai pas appris. Alors je n'ai pas non plus appris les clivages entre l'apprentissage et le jeu par exemple. Ça, au contraire, puisque pour moi c'est des synonymes. Je n'ai pas appris les clivages entre le féminin et le masculin. Et je n'ai pas appris le clivage entre le travail, les loisirs, la vie, la famille, tout ça, ce sont des notions tellement floues ou tellement entrelacées pour moi que je ne peux pas dire mon métier c'est. Alors mon métier, est-ce que c'est ce par quoi je gagne ma vie ou est-ce que c'est ce qui continue de m'enthousiasmer et que j'exerce au niveau professionnel? C'est difficile à dire. Alors ce que je peux dire, c'est que je suis musicien, c'est que je suis luthier, facteur d'instruments, c'est que je suis journaliste, c'est que je suis auteur, que je suis conférencier, que je suis directeur de l'Institut Arnaud Stern, que je suis initiateur du mouvement Écologie de l'éducation, que je dirige une initiative, un collectif qui s'appelle Les Hommes pour Demain en Allemagne avec ce neurobiologiste dont je parlais tout à l'heure. Donc tout ça, je ne sais pas si ça permet de me définir. Ce qu'il y a de mieux pour me définir, c'est de dire je suis un enfant de 42 ans. Qui n'a jamais... Ce qui ferait peur, si moi je fais le choix d'éduquer mes enfants comme ça, les craintes que je suppose on peut avoir parce que nous on vient tous du même moule, c'est oui, comment va-t-il gagner sa vie, comment va-t-il s'intégrer dans une société qui n'a pas été construite sur les mêmes bases que... Alors s'intégrer dans la société signifierait qu'on n'en fait pas partie. Or depuis le début je fais partie du grand bain, du grand bouillon de culture, du grand brassin de la société, grandeur nature, avec toutes les couleurs de peau, toutes les religions, tous les âges, jamais des amis de tous les âges, un enrichissement mutuel dû à la différence. Et pas dû à ça, des, je l'entends. Je parle du données côté très pratico-pratique. Et le côté pratico-pratique. Si je suis embauchée par une société, voilà, ça va un peu les déconcerter. Le non, CV enthousiasme. Et non, parce que j'ai jamais présenté de CV à personne. Et ta sœur, par exemple, non plus. Non plus, n'a jamais présenté de CV à personne. Je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est très important ça, parce qu'on nous fait croire que la qualification est le sésame de la vie professionnelle. Or, c'est totalement faux. C'est de plus en plus faux. De toute manière. mais la vérité du monde du travail, c'est qu'on ne te demande jamais une qualification, on te demande toujours une compétence. Et la compétence, et ça c'est la grande découverte que j'ai pu faire dans mon quotidien d'enfant qui joue et qui s'enthousiasme depuis 42 ans, c'est que la compétence n'est rien d'autre que l'effet secondaire tout logique de l'enthousiasme. Tu es très enthousiaste, donc ta compétence augmente au fur et à mesure des rencontres. Tout l'univers se met à conspirer, à te livrer à chaque page de chaque livre, dans chaque film que tu vas voir. Tu trouves plein de réponses, plein d'enrichissements. Puis tout l'univers conspire, toute la famille conspire. Quand l'oncle collectionne les bouchons de bouteilles, tout le monde collectionne les bouchons de bouteilles. Il lui en amène des brouettes entières à son anniversaire ou à Noël. Donc c'est pareil quand je me passionnais pour l'égyptologie, les livres, les cartes postales, les cartes, tout ça débarquait chez moi par tonneaux entiers. C'est tout à fait logique. Donc la compétence monte, augmente, se diversifie, se ramifie. On a contact avec des gens qui enrichissent, qui apportent quelque chose. Et la compétence, qui n'est donc que l'effet secondaire de l'enthousiasme, a elle-même un effet secondaire qui est la fameuse réussite, le fameux succès. Ce qu'on nous vend comme une fin en soi n'est jamais que l'effet secondaire de l'effet secondaire de l'enthousiasme. Parce qu'il y a un moment où ta compétence est telle que quelqu'un va dire « j'ai besoin de toi, ici et maintenant ». Et c'est ce qui m'est arrivé toute ma vie durant. Je ne vais pas le raconter maintenant, il y a un livre qui le raconte. Oui, c'est quoi? Tu peux redonner le titre? Parce que le sous-titre de ton livre est... Histoire d'une enfance heureuse. Ouais, voilà. Et je ne suis jamais allé à l'école. Histoire d'une enfance heureuse, c'est paru chez Actes Sud. C'est très facile à trouver. Et là, je raconte tout ça en détail, mais ce que ma vie prouve, c'est qu'on n'a pas besoin de qualification, il suffit d'avoir des compétences. Les dites compétences sont l'effet secondaire de l'enthousiasme. Donc, enthousiasmons-nous. Bon, c'est quand même un blog sur le bonheur. Le sous-titre de ton livre parle du bonheur, hein. Heureux, c'est le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour toi et quels sont les éléments essentiels de ton bonheur? Alors,
Je suis un enfant heureux de 42 ans qui vit une enfance heureuse et non interrompue. Et une enfance heureuse comporte des incidents, des problèmes, des crises, des difficultés, des douleurs, des larmes, des deuils, des décès, etc. Donc une enfance heureuse dans la véracité du bonheur qui contient toutes sortes de moments difficiles. Donc je pense que le bonheur, non, je suis sûr que le bonheur, c'est de pouvoir rester dans le plus possible proche de sa disposition spontanée. Et sachant qu'on vient au monde fait pour s'enthousiasmer, fait pour apprendre, fait pour faire des rencontres, sans aucun préjugé. L'enfant n'a aucun préjugé, aucun a priori de couleur, de peau, de race, d'âge, de sexe, ou quoi que ce soit, ou même d'espèce. Je crois que plus longtemps on peut rester en connexion avec ça, moins on déconnecte les choses, moins on les sépare les unes des autres, plus on s'approche d'un état qui ressemble au bonheur. Et puis, quand je vois mon enfant, c'est un grand bonheur, et je vois qu'il est venu au monde pour être enthousiaste, pour être heureux. Et puisque j'ai fait l'expérience que si on n'interrompt pas l'enthousiasme, il se prolonge indéfiniment. Si on n'interrompt pas le jeu, il se prolonge indéfiniment. Et vu que, comme le jeu et l'enthousiasme, le bonheur sont des dispositions spontanées de l'enfant, je suis sûr que si on ne les interrompt pas, elles ne s'arrêtent jamais, ces dispositions spontanées. Donc je suis sûr que le bonheur, c'est aussi de ne pas perdre ce fil-là. Et c'est ce à quoi je travaille, pour moi. Et puis, pour mon enfant, je ne vais pas faire son bonheur, mais je vais tâcher de ne pas l'interrompre. Magnifique, merci beaucoup. Merci à toi. Alors je te souhaite beaucoup d'enthousiasme. Ouais, comme tu dis, j'en ai des pelletés là. J'ai bien vu. Au revoir. Au revoir. Salut André. Bon, ça fait une semaine qu'on s'est croisés et tu as une histoire de vie vraiment particulière. Que l'histoire devient intéressante, c'est parce qu'elle peut reprendre une pertinence par rapport à la situation générale. Et donc, plusieurs choses. Alors, lorsqu'on laisse un enfant tranquille, la première chose qu'il fait, c'est de jouer. Et si on ne l'interrompait jamais, il jouerait toujours. Ça, c'est un constat qu'on a tous fait. Et alors, moi j'ai la chance de travailler avec des neurobiologistes, avec un neurobiologiste allemand, le professeur Hutter particulièrement. Et ce que la neurobiologie nous apporte de nos jours, c'est la certitude, la preuve que nous venons au monde avec le plus génial, le plus parfait, le plus adapté, le plus idéal des moyens, des dispositifs d'apprentissage. J'ai nommé le jeu. Sachant que le jeu est ce qu'il y a de mieux pour apprendre. Il n'y a rien de mieux pour apprendre que le jeu. C'est surprenant, mais on en a la preuve dorénavant. C'est d'ailleurs pas par hasard que la nature nous a équipés de cette capacité, de ce dispositif. Oui, mais la nature, il n'y avait pas de fusée quand on est arrivé. Non, mais il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais de constater qu'on a la chance d'avoir un équipement, une dotation de base qui nous permet d'apprendre. Ce qui n'est vraiment... Je n'ai jamais eu à m'asseoir à une table et à commencer par une leçon numéro 1 à une heure dite, un jour dit. Et ce qui a été le principal moteur, alors il y a beaucoup de choses qui se passent dans un cas comme ça. Ce qu'il faut d'abord souligner, que ça m'a l'air important de le souligner, c'est que moi je suis l'histoire d'une enfance heureuse, c'est ce que j'ai à raconter, mais je suis un enfant totalement banal. Et mon histoire n'est intéressante qu'à partir du moment où on se rend compte qu'elle est très banale. C'est-à-dire que chaque pierre mis dans la situation qui fut la mienne vivrait des choses très semblables. Pas la même chose, puisque ce n'est pas une méthode, mais des choses très semblables. Et ça c'est très important parce que c'est là... Puisque tu n'es jamais allé à l'école, et tes parents ne t'ont jamais fait cours à la maison. Donc, comment on grandit? Comment tu as appris à parler et à écrire? Alors oui, c'est très important de souligner le fait que justement, ne pas aller à l'école ne signifie pas faire l'école à la maison comme on le pense, ou être enseigné par ses parents, ou rester à la maison et poser la maison comme
pôle inverse à l'école, par exemple. Tout ça, ça ne correspond pas à ma réalité. Donc effectivement, je ne suis pas allé à l'école, mes parents ne m'ont pas envoyé à l'école, mais mes parents ne m'ont pas enseigné au quotidien. Personne ne m'a enseigné.